Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Union Pacific Corporation? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on va aller très rapidement ici. Compagnie ici exerçant dans le transport ferroviaire. Donc, on va croissance des revenus. On a plutôt des revenus stables. C'est un secteur assez mature ici. OK? Donc, il est mature, mais également un tout petit peu cyclique. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez voir ce genre de zigzag ici. Mais à peu près depuis les années 2014, on a à peu près le business est à peu près stable ici, malgré deux cycles baissiers. OK? C'est bien de regarder ici du point de vue croissance des revenus. On a plutôt des revenus qui sont stables. Ensuite, on regarde ici la marge brute. Est-ce que la marge brute augmente ou diminue? On voit ici qu'elle augmente. On aime ça. Bon, la pandémie est sans doute passée par là. Donc là, on revient à une certaine normalisation. Est-ce que les marges EBITDA vont dans le même sens? On a également la même chose avec les marges EBITDA. On revient sur une certaine normalisation. OK? Ensuite, on va checker ici les net income et les free cash flow si les deux parlent le même langage. Net income, free cash flow, on les met sur le même graphique. On constate que, bon, le même langage, on a des net income plus élevés que les free cash flow. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit ça sur une compagnie exerçant ici dans ce secteur d'activité-là. On l'a vu ici avec Canadian Pacific, c'est bien ça. On l'a vu ici avec Canadian Pacific Kansas City, où elle avait des net income plus élevés que les free cash flow. Et je vous ai demandé de faire attention, prêter attention, parce que c'est pas normal qu'une entreprise ait des free cash flow moins élevés que les net income pendant très longtemps. OK? On peut le comprendre sur 1, 2, 3 années ici, surtout si la dépense en capital a tendance à augmenter sur les dernières années. Donc, et ça ne risque pas de changer pour les mois à venir. Et comme je l'ai mentionné ici dans la note d'analyse sectorielle, pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu, dans la note d'analyse sectorielle, que vous la recevez généralement ici au niveau de la top newsletter. Donc, ceux qui ont reçu la top newsletter, vous l'avez. OK? Ceux qui ne l'ont pas encore reçu, abonnez-vous à la top newsletter, première chose. Deuxième élément, vous allez au niveau des free notes. N'oubliez pas, le lien vers ce site-ci est dans la description de cette vidéo et vous saurez à peu près ce qui se passe dans ce secteur d'activité-là en Amérique du Nord. C'est bien d'investir sur les compagnies, mais c'est également mieux de comprendre à peu près ce qui se passe dans le secteur en date d'aujourd'hui pour prendre à peu près des décisions éclairées. OK? Je ne dis pas ici que les décisions, que la note d'analyse, elle est parfaite ou quoi que ce soit. C'est ma lecture des rapports financiers de la compagnie, OK, ou des entreprises dans ce secteur d'activité-là. Donc, ce que vous avez à faire, c'est également aller double-checker l'information. OK? Donc, on continue. Une fois qu'on a à peu près dit cela, on sait également qu'on ne va pas avoir tendance à payer des multiples assez élevés. Mais n'allons pas très vite. Première chose, quand on continue ici avec le nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? Ils rachètent massivement leurs actions. J'adore ça. OK? C'est un bon point. Surtout si l'entité a tendance à être sous-évaluée. Maintenant, on va checker ici le niveau de dette nette sur EBITDA. On cherche une dette nette sur EBITDA en dessous de 5. Et là, on a une dette nette ici sur EBITDA le ratio a tendance à augmenter. Est-ce que c'est parce que la dette nette augmente ou c'est parce que l'EBITDA diminue? Il y a de grandes chances que l'EBITDA augmente et je pense également que c'est parce que la dette nette a également augmenté entre-temps. Pourquoi est-ce que la dette nette est de plus en plus élevée? Est-ce qu'on a fait des acquisitions ou bien vu qu'on n'était pas très endetté, l'entreprise prend de plus en plus de dettes ici, histoire de racheter massivement les actions? C'est une question à se poser. Pour le moment, on reste dans les limites ici, en dessous de 5 fois les EBITDA ici. D'accord? Et encore, il faudrait regarder la limite dans le secteur d'activité. OK? Donc, pour ça, généralement, il vous faut voilà, vous pouvez le faire ici en faisant un screening ici, histoire en valeur dette nette sur EBITDA ici, histoire de voir la moyenne dans le secteur d'activité en date d'aujourd'hui. OK? Donc, on continue. Je ne dis pas que c'est forcément mauvais, mais il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Regardez le niveau d'endette, regardez la dette en elle-même ici, l'échelonnement dans le temps, les taux d'intérêt, etc. Donc, on va regarder maintenant le nombre le PER moyen. On a checké ici les free cash flow et les net income. On sait que les net income sont moins élevés. Les free cash flow sont moins élevés que les net income. Donc, au niveau des multiples, je sais que je ne vais pas payer un multiple assez élevé pour cette compagnie. D'accord? Pour Canadian Pacific, on a payé à peu près 17 fois les bénéfices avant de prendre en considération la dette. Ici, price to earning sur les
sur la période de temps qu'on a ici, on a à peu près un price sur 1 aux alentours de 14 fois les bénéfices. OK, je vais à peu près l'ajuster ici en prenant en considération les 12 prochains mois. On a un price to earning aux alentours de 16 fois les bénéfices. OK, donc quand on le prend à 16 fois, 16,1 fois les bénéfices, je vais vous dire ici, moi j'ai l'habitude de prendre 17, je vais prendre 17 fois les bénéfices par là. OK, qu'il soit 16 fois, qu'il soit 17 fois ici, tout ce que ça veut dire, ça reste un rendement. 100 divisé par 17, et je vous ai toujours dit même pourquoi est-ce que je prenais 17, je pense qu'on l'avait expliqué il y a très longtemps, bon, peut-être qu'on va revenir dessus, mais ça représente 5,88% de rendement. D'accord? Donc, si vous achetez une entreprise à 17 fois les bénéfices, est-ce qu'elle vous, qu'elle vous donne à peu près en dividende tous ses bénéfices nets, vous allez avoir un rendement de 5,88%. Vous ne me croyez pas? Faites le test. Donc, maintenant, on va aller sur Fastgraft, UNP, on vérifie, voilà, on prend les net income ajustés, bien sûr, qui sont plus élevés que les free cash flow. Donc, on fait attention. À 17 fois les bénéfices, nous avons un prix aux alentours de 215 $. Vu que c'est un business assez prévisible, on peut se permettre d'aller à peu près regarder les bénéfices nets ici d'ici 2025. On a à peu près 215 $ l'action. Le 215 $ l'action moins la dette nette en date d'aujourd'hui. OK? Donc, 215 $ l'action moins la dette nette. Qu'est-ce qu'on a? On prend ça. 1, 2. Dette nette. Ça nous donne quoi ici? 55 $. Donc, 215 moins 55. On vérifie. Voilà. 215 moins 55. 2, 1, 5 moins 55. Ça donne 160 $ l'action. Donc, je serais prêt peut-être à acheter cette compagnie à 160 $ l'action. En tout cas, un prix qui respectera à peu près, qui prendra en considération la dette. Et si on l'achète à ce prix-là, ça représente à peu près un rendement de presque 8% ici. Et c'est généralement ce rendement-là que nous recherchons par rapport à notre prix d'acquisition. Parce que le dividende en lui-même, il est de 2,38% aujourd'hui. Si elle vous distribue la totalité des bénéfices nets, vous aurez 4,77%. Elle ne pourra pas vous payer plus que ce qu'elle ne gagne ici en termes de bénéfices nets. Et encore, je parle même de bénéfices nets ici, mais on paye la dette avec les free cash flow. Donc, comparez ceci avec les free cash flow. 3,56. En 2025, ici, par rapport aux bénéfices nets attendus, au free cash flow attendu sur cette compagnie-ci, free cash flow, on va prendre à peu près 10,8 divisé par 218. Ça donne un rendement ici de 5%. Donc, vous n'irez pas plus loin que 5% en 2025, sauf surprise. OK? Donc, le rendement, le dividende ici qui est croissant depuis X années, etc., vaut que plafond de verre, c'est 5%. Et aucune entreprise ne va vous distribuer 100% de ce qu'elle gagne. OK? En termes de free cash flow, bien sûr. OK? Donc, faites attention. Oui, c'est une compagnie qui verse un dividende. Ce dividende, il a l'air safe, etc. Il est croissant dans le temps. Mais ce n'est pas la bonne information. La bonne information ici, c'est d'acheter ce genre d'entreprise justement à un prix qui vous permet ici de maximiser vos rendements sur coût d'acquisition. Et celui-ci ne nous permet pas de le faire. Je vous ai proposé ici 160 $. OK? Donc, à 8% de rendement, ça pourrait être un bon prix pour commencer. Dans tous les cas de figure, ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. N'oubliez pas le lien vers la top newsletter dans la description de la vidéo si vous voulez avoir ici la note d'analyse sectorielle. On se dit à bientôt. Mais ça reste une entreprise extraordinaire. C'est exactement le genre d'entreprise qu'on aimerait avoir dans un portefeuille qualitatif. Merci.